Le GEO, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un changement presque sociétal. C'est-à-dire qu'avant, quand tu posais une question, tu disais quelle est la meilleure marque de chaussures pour courir un marathon. Tu voyais des sites qui tombaient les uns après les autres, alors que le GEO, il va dire je te connais, pour toi la meilleure marque c'est celle-ci, j'ai lu tous les avis sur tous les produits et je le sais. Moi, si je mets le même prompt sur mon IA qui me connaît et toi tu fais le même prompt sur ton IA, potentiellement la réponse elle va être différente. C'est même sûr. Pendant des années, la majorité du contenu du web était produit par des entreprises. Et depuis 5 ans, 4 ans, c'est les gens qui produisent 90% du contenu sur Internet. Aujourd'hui, tu peux produire autant de contenu que tu veux sur une thématique en quelques secondes. Et donc, les IA vont juste se fier au contenu personnel. C'est un peu ça la question. Est-ce que ça a du sens de faire 1000 articles sur le sujet? Parce que tu sais que c'est possible facilement, mais est-ce que ça va avoir de l'impact? Ça a même beaucoup d'impact, je pense. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de AI Corner. Aujourd'hui, je suis avec Thibaut, CEO de Partout. On a fait un premier épisode l'an dernier sur le GEO et je voulais qu'il revienne cette année pour qu'on parle un peu des évolutions, de ce qui s'est passé depuis l'an dernier et surtout qu'on reparle un peu de quels sont les leviers pour pouvoir être référencé sur ces fameux moteurs de recherche IA. Et Thibaut, je suis ravi de t'avoir. Merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu veux peut-être te présenter pour commencer rapidement ? Ouais, donc moi c'est Thibaut Renouf, je suis co-CEO de Partout. Donc ça fait maintenant 9 ans qu'avec un autre Thibaut, on développe cette société. Donc c'est une société SaaS, un logiciel qui accompagne les réseaux de points de vente. Donc nos clients, ça va être Carrefour, BNP, Leroy Merlin, etc. pour les aider à gagner en visibilité sur les moteurs de recherche, notamment en local. Donc le truc qu'on fait qui est simple à comprendre pour tout le monde, c'est qu'on gère plus de 350 000 fiches Google Maps. Donc dès que tu cherches un Leclerc, dès que tu cherches un casino, etc., on va mettre à jour ces informations et on leur permet de remonter dans les résultats. Donc ça, c'était le premier métier historique qu'on fait sur toutes les plateformes. Donc on gère de la donnée point de vente et on gère aussi toute la partie avis, messagerie, réseaux sociaux pour les points de vente. Et depuis 2 ans, le sujet du GEO devient le sujet en fait de tous nos clients, grands comptes. Parce qu'avant c'était le sujet du SEO et maintenant toutes les directions stratégiques se posent la question, les directions générales, comment je fais pour que mes points de vente ou ma marque ou mes produits ou mes contenus soient récupérés par les IA et mis en avant dans les réponses aux internautes qui se posent des questions et posent des questions à ChatGPT, Gemini, Perplexity, etc. Et donc Partout ça a 9 ans. Mais un peu plus, moi je suis arrivé. Ouais, Partout, c'est un peu 12 plus. ans. Ouais. Mais donc, c'est assez. Ça a déjà de la bouteille. Ouais. Mais toi, tu as une particularité parce que je crois que depuis un peu près 3 ans, tu postes beaucoup sur l'IA en général. Ouais. Et le GEO, notamment, c'est un des sujets. Qu'est-ce qui a fait que très vite, toi, tu t'es emparé un peu de ce sujet? Non, c'est une question. En gros, donc aujourd'hui, chez Partout, on est 350. Et en fait, il y a des gens maintenant qu'on a recrutés qui gèrent. On a un nouveau CRO, donc en charge des revenus, qui s'occupe des équipes commerciales. On a plein de nouvelles personnes. Et donc, moi, ça me laisse plus de temps pour faire un peu plus de ce qu'on appelle thought leadership, c'est-à-dire réfléchir à quelles sont les problématiques de nos clients, comment les accompagner et comment nos produits y répondent. Et dans cette réflexion, de se dire c'est quoi les problématiques du quotidien de nos clients, il y a des sujets qui ont émergé. La transformation digitale des réseaux de points de vente, c'est quelque chose d'assez difficile parce que les points de vente, ils sont pas très digitaux. Et il y a le sujet de l'IA qui a émergé hyper fort. Et moi, il y a toute une vague que j'avais pas trop suivie, qui était la vague Bitcoin, la vague NFT, la vague... T'as bien choisi tes sujets. Non, et je pourrais pas aujourd'hui expliquer clairement ce qu'est la blockchain, comme je pourrais expliquer ce qu'il y a. Et donc, en fait, à un moment, je me suis dit, bon, là, je veux vraiment pas louper cette vague et être capable de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'ai commencé il y a 3-4 ans à juste essayer de comprendre ce que c'était la vectorisation, ce que c'était l'embedding, ce que c'était le RAG, les multi-agent systems. Donc je suis arrivé directement sur un truc un peu technique, plutôt en mode comprendre comment ça fonctionne. Donc c'était le premier truc sur lequel j'ai réfléchi, donc j'ai lu et vu plein de trucs, et j'ai commencé à faire des webinars pour expliquer un peu plus globalement à tout le monde ce que j'avais compris des webinars que j'avais vus. Donc j'ai fait de la synthèse, de la vulgarisation, et j'ai fait 6 webinars d'1 heure. Et une fois que j'avais fait ces 6 webinaires d'1 heure qui sont sur Follow Tribes, donc sur une chaîne YouTube que j'avais créée, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que ça a comme impact, tous ces changements pour les clients de Partout? Et le sujet du GEO a beaucoup émergé. Et là, je suis dans une 3e phase, donc je te parlais un peu, qui est plutôt essayer de coder et de développer des applicatifs avec l'IA.
Donc, j'ai un peu eu ces 3 phases. Et la deuxième phase, c'est vraiment comprendre comment l'IA transforme les parcours d'achat. Et c'est le sujet sur lequel aujourd'hui j'accompagne beaucoup de nos clients. Est-ce que tu veux commencer peut-être par redéfinir un peu ce que c'est Ouais. et peut-être aussi, ça m'intéresserait que tu nous dises un peu, pour toi, on en est où en 2026 sur le JO? Ok. Donc en gros, si on redéfinit les termes, on a des modèles de langage, donc les LLM, qui sont des modèles qui permettent de comprendre le texte principalement, et puis d'autres choses après. Et ça a donné naissance à des chatbots. Et un chatbot conversationnel, au départ c'était ChatGPT, il avait des informations que sur ses données d'entraînement. C'est-à-dire qu'en gros, on lui donnait des tonnes de textes, ChatGPT, enfin plutôt GPT-4, mais ChatGPT qui est des chats, comprenait des concepts et était capable de donner des informations qui étaient avant son entraînement. Donc typiquement, il était capable de dire quand est mort Charlemagne ou quelle est la capitale d'Australie, mais il n'était pas capable de dire des choses qui étaient passées son entraînement. Et le concept assez simple, c'est de se dire qu'un ChatGPT, qui était un chatbot, est devenu un agent parce qu'il a été capable de prendre des actions pour aller chercher des informations sur le web qui étaient à jour. Donc la différence fondamentale entre un chatbot et un agent, c'est qu'un chatbot, tu peux lui parler et il discute avec toi. Un agent, il peut prendre des actions. Et la première capabilities que ChatGPT a donné à son agent, c'est d'aller chercher sur Internet pour pouvoir répondre à nos questions, comme, je sais pas, quel a été le résultat des élections municipales. Donc là, on est vraiment sur un agent, il va chercher sur Internet. À partir du moment où il va chercher sur Internet, il utilise des sources de données qui évoluent. Et donc, nous, on a envie, quand on est une marque, qu'il utilise les informations de notre site web, qui met en avant nos produits. Donc, par exemple, si je pose la question quel est le meilleur jus d'orange au monde, si je suis le directeur marketing de Tropicana, j'ai envie que l'agent y réponde Tropicana. Donc ça, c'est le monde des agents IA connectés au web. C'est un monde qui s'est développé avec notamment ChatGPT, mais il y a aussi Perplexity, maintenant il y a Claude, il y a Mistral, avec le chat, et il y a DeepSeek. Donc tout ça, c'est des agents IA. T'as pas cité Copilot. Et Copilot, mais je l'oublie souvent, Copilot, mais il est très important. Je me demande pourquoi. Non, Et donc, en gros, donc ça, c'est le monde des agents. Et en fait, en face de ce monde des agents, qui sont en gros des LLM connectés au web, il y a un autre monde, qui est le monde des moteurs de recherche. Le monde des moteurs de recherche, c'est Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, etc. Ce monde-là, c'est des milliards de personnes qui vont faire des recherches tous les jours pour trouver des réponses à leurs questions. Et c'est un monde qui est défini par une règle simple qui est que tu as des sites web et que tu peux cliquer sur les sites web. Ça, c'est la manière dont est structuré Internet depuis 30 ans. Et c'est ce qu'on appelle les SERP, les Search Engine Result Page. Et donc, c'est un portail, c'est-à-dire que toi, tu vas sur Internet, tu tapes ta recherche et Google te renvoie vers un contenu. Et ce mécanisme, on peut le mettre à son avantage pour que son site internet remonte dans les résultats. C'est ce qu'on appelle le SEO. Le SEO, ça vient de Search Engine Optimization. Et Search Engine, sauf que ces moteurs de recherche Search Engine, ils sont en train de disparaître au profit de ce qu'on appelle les Generative Engine. Et la différence entre un Search Engine et un Generative Engine, c'est que le Generative Engine, il va générer du texte pour répondre à la question sans que tu aies besoin d'aller sur le site internet. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher sur plusieurs sites et il va récupérer des informations, te les résumer et te donner la réponse. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que le monde des chatbots et le monde des moteurs de recherche, le monde donc de ChatGPT, Perplexity, DeepSeek, Mistral, Copilot et le monde de Google, Yahoo, etc. convergent. Parce que d'un côté, les chatbots sont connectés à Internet et de l'autre côté, les moteurs de recherche ajoutent des fonctionnalités d'IA. Et donc ce monde-là a créé une nouvelle catégorie qui n'est ni moteur de recherche ni chatbot, qu'on appelle Generative Engine. Et donc, le terme GEO, la terminologie du GEO, c'est Generative Engine Optimization. Et ça vient remplacer le Search Engine Optimization. Donc, ça vient reconnaître un changement de paradigme qui est que on arrête de regarder ce qui est remonté dans les liens bleus et on regarde maintenant ce qui est mentionné dans les réponses. Donc, c'est ça le changement majeur. Et tu sais, on entend beaucoup de stats, d'ailleurs, qui convergent pas toujours. Toi, tu as un petit peu en tête aujourd'hui la part du GEO que prend sur SEO, parce que on se rend pas compte le SEO, ou peut-être je vais te poser la question, est-ce que le SEO est mort pour autant? Non, en fait, ce qui est en train de se passer, la manière dont les pages web sont organisées aujourd'hui aux États-Unis, parce que c'est ça qu'il faut regarder, puisque nous, on arrive un peu en retard. En fait, aujourd'hui, il y a un blog qui s'appelle AI Overviews. Ce AI Overviews, c'est un blog comme ChatGPT intégré
à l'interface de search de Google. Mm. Et en dessous, tu vas avoir des blocs qui vont être des blocs SEO et parfois des blocs de texte et overview. Donc, tu vas avoir une alternance entre des sites web et des blocs générés par IA. Et donc, ton enjeu, c'est à la fois de remonter ton site web, mais aussi de remonter dans les mentions, dans les textes. Donc, le SEO est pas mort. Et d'ailleurs, tous les principes de base du SEO servent aujourd'hui en GEO. C'est-à-dire que le fait d'avoir des backlinks, le fait d'avoir typiquement un bon domaine authority, le fait d'avoir du contenu intéressant, le fait d'avoir des hiérarchies, des titres, des paragraphes, tout ça, ça va être hyper bon pour le GEO. Mais ça, c'est important d'en parler parce qu'on a eu beaucoup de startups GEO qui ont dit SEO est mort, vive le GEO, c'est très différent. Mais en réalité, ce que tu dis, c'est que c'est très connexe et que c'est plus une mutation et que le GEO va aussi se nourrir de toutes les façons dont tu optimises déjà ton SEO. Bien sûr, mais en fait, le changement de nom, ça vient surtout reconnaître un changement de paradigme. Ouais. Et ça, c'est important. C'est pas uniquement un changement de méthode pour améliorer. Il y a des changements, il y a des choses qu'il faut faire maintenant qui n'étaient pas forcément aussi importantes avant. Mais c'est quand même des techniques similaires. Alors, en fait, le GEO, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un changement presque sociétal. C'est-à-dire qu'avant, quand tu posais une question, tu disais quelle est la meilleure marque de chaussures pour courir un marathon. Tu voyais des sites qui tombaient les uns après les autres et tu pouvais choisir, tu pouvais lire les avis, etc. Donc, on est juste sur une hiérarchie du contenu. Alors que le GEO, il est prescripteur. Il va dire, je te connais, pour toi, la meilleure marque, c'est celle-ci. J'ai lu tous les avis sur tous les produits et je le sais. Si tu poses la question, chez quel fleuriste t'es allé pour acheter un bouquet à Aix-en-Provence, avant, il te mettait un Google Maps avec 3 propositions. Maintenant, il te dit, va à celui-là, je sais que t'aimes bien les tulipes, etc. Donc, en fait, l'IA va te pousser assez fortement à faire des choix et tu vas presque abandonner ton libre arbitre. Alors qu'avant, c'était toi qui lisais les avis, c'était toi qui regardais les contenus, c'était toi qui te faisais ta propre opinion sur les choix. Alors que maintenant, il y a eu les municipales qui sont passées. Combien de personnes ont demandé à ChatGPT pour qui voter ? Ben en fait, il y a des gens, ils vont juste se dire, bon voilà, je te dis les thèmes qui sont importants pour moi, c'est la sécurité, je sais pas, l'enfance et la verdure à Paris. Pour qui je dois voter dans tel... Et en fait, pose-moi d'autres questions. Et en fait, il faut juste imaginer que la manière dont les IA comprennent Internet et vont chercher l'information sur Internet influence ce qu'elles nous disent, et ce qu'elles nous disent nous influence. Et donc, en gros, on est dans une situation qui n'est pas du tout la même que le SEO, c'est que le GEO a le pouvoir d'influencer tous les Français et tous les gens au monde. On a délégué un peu la recherche à l'agent IA. Et on a même délégué le choix. Nous, et qui, du coup, forcément, de par cette délégation de la recherche, il choisit un peu pour nous. Ouais, et on va au fur et à mesure déléguer notre libre arbitre et dire pour qui voter, pour quelles chaussures choisir, quel parfum mettre, dans quel restaurant aller, quel assureur prendre, etc. Et sur la base aussi de la mémoire de nos propres recherches. Ça, c'est un test peut-être que vous devriez tester chez vous. Si vous mettez le même prompt, alors il y a plein de choses qui font de la variabilité, mais donc déjà, si moi je mets 2 fois le même prompt, j'aurai pas forcément la même réponse. Mais même, moi, si je mets le même prompt sur mon IA qui me connaît et toi, tu fais le même prompt sur ton IA, potentiellement, la réponse, elle va être différente. C'est même sûr. C'est même quasiment certain. Donc, on est déjà, en fait, segmenté dans nos réponses. En fait, donc ça, tu as 2 sujets. Tu as un sujet, c'est si toi, tu fais tout le temps la même question et que tu es la même personne avec les mêmes caractéristiques, tu n'auras pas la même réponse. Parce que c'est une question de persistante et les IA ne sont pas persistantes. C'est-à-dire que tu peux poser plusieurs fois la même question, elle va chercher sur des sites différents et comme c'est probabiliste, ça va juste donner des réponses différentes. Et ensuite, tu as un deuxième sujet qui est le contexte de la personne qui pose la question, à quelle heure, quel jour. Exactement. Et qui tu es. Et ce qui est assez fou, c'est que c'était hier, Google a annoncé Personal Intelligence aux États-Unis. C'est un lancement qui est assez fou. C'est en gros, tu donnes accès à tes emails et tu donnes accès à tes photos à Gemini pour qu'il te donne des conseils. Et dans la vidéo de démonstration de Personal Intelligence, donc c'est en opt-in, c'est-à-dire tu dis j'accepte que Gemini ait accès à tous mes emails et toutes mes photos. Il donne un exemple où le mec dit je suis en transit pour mon avion, où est-ce que tu me conseilles d'aller manger ? Et tu vois que Gemini va chercher les horaires, le temps qu'il a pour manger, où est-ce qu'il est en transit, l'aéroport, puis il va regarder ses préférences, qu'il aime bien les options végétariennes, et il lui sort des restaurants ouverts sur son truc de transit, assez rapides pour qu'il puisse manger, et qui ont des empanadas et une option végétarienne. Et donc en fait, là tu te dis juste que demain,
l'IA, elle va pas seulement chercher sur Internet, elle va aussi chercher dans tes mails, dans tes WhatsApp, etc., parce qu'elle te connaîtra. Et donc, en fait, je pense que les gens se disent, OK, le SEO et le GEO, c'est pareil, mais la réalité, c'est que c'est peut-être pareil sur les méthodes. Il y a des méthodes qui sont similaires, mais en fait, les recherches sont tellement plus contextuelles qu'il faut fournir beaucoup plus de data aux IA pour qu'elles soient efficaces du côté marque. Et c'est ça le sujet. Nous, toute la journée, les entreprises, elles nous posent la question, comment je fais pour remonter en géo? Et c'est ça. Et c'est exactement ça dont j'aimerais qu'on parle. Et peut-être pour commencer, tu parlais du mot persistance. Ouais. Donc le fait que sur 2 prompts, tu n'aies pas forcément 2 fois la même réponse, même sur la même application, parce que c'est des systèmes probabilistes. Et donc, nous, par exemple, quand on fait des tests sur le GEO, une façon qu'on va utiliser pour essayer de contrer ça, c'est qu'en fait, on va tester pour un mot-clé 100 prompts et on va les tester 1000 fois. Bien sûr. Pour essayer de casser un peu cette persistance. C'est du géo-tracking. Tu vas poser plein de fois la même question et tu vas regarder les sources et tu vas regarder les réponses et tu vas pouvoir te faire une idée grande échelle. Par exemple, pour qui il te conseille de voter au municipal. À quel point ça c'est efficace? À quel point ça représente bien? Est-ce que tu arrives avec la loi des grands nombres, avec la loi des 2 grands nombres, d'aller taper plusieurs fois, des milliers de fois, à casser un peu ce problème de persistance? En fait, c'est une réponse, ça te donne une direction, ça donne pas une réalité. Et en fait, les gens aujourd'hui sont perdus, et donc tu as besoin de tendance, tu as besoin de savoir c'est quoi, qu'est-ce que les gens pensent globalement de ma marque. Est-ce que c'est réel et véridique pour 100% des gens qui tapent? Non, parce que c'est probabiliste. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que ça te donne une direction sur ce que les IA pensent de ta marque? Bien sûr. Et en fait, il y a plein de gens qui disent oui, mais ça vaut rien. Non, c'est une approximation. Tu sais, moi, il y avait un truc qui m'embêtait quand je présentais mes webinars sur l'IA. J'expliquais à peu près ce que c'était l'embedding, le machin et tout. Et puis je me disais, c'est sûr, je vais me faire allumer. Il y a des gens qui vont me dire non mais c'est pas ça, etc. Et donc j'avais commencé ma presse en disant j'avais pris une photo d'une pomme rouge et j'avais dit cette pomme est ronde et rouge. Et après je dis c'est complètement faux, j'avais mis un rond rouge à côté, je dis bah, elle est ni ronde, elle est ni rouge en fait. Une pomme c'est pas rouge, tu sais c'est pas vraiment rouge, les couleurs et tout, et elle est pas ronde. Et donc en gros le concept c'est de dire parfois pour comprendre la réalité faut faire des approximations. Et donc moi je passe mon temps à vulgariser des trucs. Et donc, il y a plein de trucs que je dis qui sont pas exacts, mais parfois, pour passer des messages ou pour comprendre ce qui est en train de se passer, faut faire des approximations. Et le géotracking, c'est une approximation qui donne une direction. Et ça donne un message. Tu vois, un truc, moi, quand j'étais en conseil, on me disait, Thibaut, t'es pas là pour donner des chiffres, t'es là pour donner des messages. Et je trouve que c'est hyper vrai. Aujourd'hui, on a besoin de savoir. Moi, je regarde les trucs géo chez partout parce que je sais que ça me donne une direction de ce que les IA pensent de la marque partout, pensent de notre produit, pensent de notre concurrent, etc. C'est intéressant. Bon, que je meurs. C'est intéressant parce que quand tu regardes la genèse même de ce que c'est que l'intelligence artificielle, en gros, c'est arrivé pour être capable de prédire des choses. C'est-à-dire que tu as soit un système déterministe qui est en gros de l'arithmétique, tu as soit un système déterministe qui est en gros des mathématiques, où quand tu as 2-3 variables, tu fais des mathématiques, c'est simple. Donc ça, c'est un système déterministe, 2 plus 5, très clair. Et quand tu as 50 variables, tu es sûr que tu vas faire des approximations. Mais par contre, ça donne une probabilité d'être juste. Et en fait, l'intelligence artificielle, même avant l'IA générative, c'est un outil qui te permet de donner des probabilités de justesse, qui permettent de t'aiguiller. Et à partir de là, tu n'es plus dans la justesse pure, mais c'est toujours mieux d'avoir des probabilités à 70-80% d'être juste que d'être aveugle. En fait, c'est un peu ça que tu dis. C'est pour le GEO, c'est un des points qui est important. Et en fait, je trouve aussi que traquer son GEO, ça permet aussi de s'intéresser à ce sujet et de comprendre comment ça fonctionne. Moi, au départ, j'ai regardé, on a une boîte avec laquelle on bosse qui s'appelle Meteoria, qui fait du géo-tracking. Qu'on a eu au téléphone cet après-midi et qui sont très certainement les prochains invités. Ah, mais ils sont top. Idriss est vraiment top. Et donc, moi, j'ai beaucoup appris à leur contact, parce qu'en fait, je pense que sur ce genre de sujet, il faut s'entourer des personnes qui connaissent. Et en gros, ce qu'il faut comprendre au-delà du GEO, c'est comment l'IA trouve les réponses à nos questions. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez passionnant. En gros, si tu poses une question à une IA, tu poses une question à Gemini et tu lui dis combien de temps cuire un œuf. Ça, elle va pas aller chercher sur Internet parce qu'elle le sait de ses données d'entraînement. Donc, elle va donner la réponse. En fait, tu as un premier filtre qui est dit est-ce que j'ai besoin d'aller sur le web? Oui, non. Quelle est la capitale de l'Australie? Généralement, si elle dit que ça n'a pas bougé, elle te donne la réponse. Ça, c'est l'étape 1. Ensuite, elle se dit non, j'ai besoin d'aller sur Internet parce que l'information comprend
une composante temporelle qui fait que peut-être l'information que j'ai dans mon entraînement, donc 2021, si c'est un modèle, n'est pas à jour. Et donc, quel est le prix de la paire de chaussures, telle paire de chaussures Adidas? Donc là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller scraper des sites. Donc, elle va prendre ta question. La première chose qu'elle va faire, c'est la reformuler en plusieurs termes. Donc, si tu dis je cherche des paires de chaussures pour courir un marathon, ça va reformuler en meilleures chaussures marathon, acheter chaussures marathon, best shoes to buy for a marathon, etc. Le terme technique pour ça, c'est query fan out. Exactement. Si je dis pas de bêtises. Exactement. Et d'ailleurs, mais moi je savais pas non plus, je l'ai vu récemment. En fait, parfois il te le fait si vous êtes sur ChatGPT. Tu vois là les trucs qui tournent. Tu vois la query et tu vois ce qu'il va aller chercher. Donc lui-même fait sa recherche. En fait, il retraduit dans une recherche Google. Ouais. Exactement. Donc en gros, le premier truc, c'est toi, tu poses ta question et ça fait un fan out. Donc les branches du fan out, c'est les différentes reformulations. Et pour chaque reformulation, généralement 1, 2, 3, 4, pour les questions en deep research, ça peut être plus, ça va faire une requête dans un index web, qui peut être Google ou Bing, par exemple. Et donc cette requête, elle va être tapée dans Google, et il va choper tous les sites. Ensuite, il va prendre ces sites, et il va les classer en fonction de plein d'infos. Est-ce qu'il va les vectoriser? Il va voir à quoi ça répond à la question. Et après, il va les découper en petits blocs, qu'on appelle des chunks, un peu comme du RAG pour ceux qui s'intéressent au RAG. Et tous ces chunks, ils vont être aussi vectorisés. Et à la fin, il va juste récupérer une vingtaine de chunks. Donc c'est 20 blocs de texte qui répondent à la question. Et donc ces textes, ils vont juste être injectés, en plus de la question, au modèle. Et donc en fait, ça donne qu'une partie de la réalité, mais assez d'informations pour permettre à l'IA de synthétiser les différents points de vue. Donc les chunks, ils doivent être représentatif de plusieurs points de vue, etc. Donc déjà, au moment de l'orchestration, c'est-à-dire au moment où tu poses ta question et que l'IA va chercher sur Internet, il y a déjà un truc hyper probabiliste qui fait que deux recherches vont pas remonter les mêmes sources. Et ces sources, tu peux les voir. Tu tapes où acheter un iPhone, tu vas voir juste en dessous là, il y a marqué source, tu cliques et il y a sur ChatGPT et tu as un panneau à droite qui s'ouvre et qui te donne tous les sites qui sont scrappés. Donc là, il te donne pas les chunks, il te donne juste les sites. Et nous, ce qu'on fait chez Partout et avec Meteoria, c'est que comme on est spécialiste du référencement local pour les réseaux de points de vente, on va essayer de regarder quels sont les sites qui sont scrappés. Et donc là, le premier truc qu'on fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. On prend avec Idriss, je cherche une agence d'assurance à Nice. 10 000 fois, ou 1000 fois. Je cherche une agence d'assurance à Caen. Je cherche une crèche à Brest. Et en fait, on va poser plein d'intentions locales et essayer de regarder quels sont les sites internet qui sont scrappés. Et ça va nous permettre de faire des statistiques en disant, en moyenne, quand je cherche une crèche, le site de Babylou est scrappé 15%. Le site de Les Petits Chaperons Rouges est scrappé 12%. Et on va faire des statistiques pour essayer d'expliquer à nos clients que leur site internet est scrappé par les IA et que si le site de Carrefour est scrappé, il va pas donner un supermarché Leclerc quand quelqu'un demande où acheter des biscuits à Brest, quoi. Et donc, toute la réflexion, c'est comprendre les sources qui sont scrappées pour pouvoir influencer les réponses. Donc ça, c'est peut-être la première étape, c'est de traquer ton GEO. Et ça, entre guillemets, toutes les marques peuvent le faire. Donc, pour faire ça, comme tu dis, d'abord, il faut déjà choisir les mots-clés qui nous intéressent, qu'on traduit. Mais est-ce que nous, par exemple, on est parti d'un mot-clé et ensuite, on s'est dit, on va le transformer en prompt. Toi, tu pars plutôt du prompt? Non, en fait, c'est une bonne question. En gros, aujourd'hui, un LLM comme ChatGPT ne te donne pas les mots-clés qui sont tapés dans ChatGPT. Et donc, les gens qui font ces études, Meteoria y compris, ils vont prendre Keyword Planner, qui te donne les mots-clés qui sont tapés dans Google, et partir de cette première énorme approximation, mais on n'a pas le choix, qui est de dire que les gens qui vont dans ChatGPT, Perplexity, Gemini, tapent la même chose que les gens sur Google. Donc déjà, tu peux dire, c'est totalement faux. Non, ça donne une direction, c'est pas exact, etc. Mais oui, on ne tape pas la même chose dans Google et dans ChatGPT. Nous, la façon dont on l'a fait, qui est hyper arbitraire aussi, c'est de se dire, en fait, c'est un peu le prolongement de ta stratégie SEO. Et donc, en fait, on a pris les mots-clés qui nous intéressent, par exemple, consulting ou conseil AI. Ensuite, on a fait une stratégie SEO de les chercher sur ces mots-clés-là, les mots-clés sur lesquels on a envie d'apparaître déjà sur Google. Et ensuite, sur chacun de ces mots-clés, tu vois, je sais pas, sur une vingtaine de mots-clés, on les a divisés en arbre de décision. Chaque mot-clé avait ensuite 20 prompts. Franchement, toutes les stratégies SEO, elles ont du sens et elles sont logiques. Mais en fait, nous, on a tellement
posé la question comment améliorer le GEO, qu'on a fait un petit framework hyper simple en 3 piliers. Et c'est vraiment le truc qu'on utilise quotidiennement avec nos clients. Donc, tu as les piliers SEO, et là, c'est un peu plus les 3 blocs qu'on utilise pour expliquer ce qui peut être fait. Le premier bloc qu'on conseille, c'est ce qu'on appelle les données structurées. Donc, en gros, quand tu arrives sur un site, toi, qui peut être le site, par exemple, de Subway, tu arrives sur leur site et tu vas voir des couleurs, tu vas voir des boutons, tu vas voir le bouton, il est à droite versus à gauche. Sur leur page où ils disent où est-ce que sont les Subway à côté, il va y avoir une carte et toi tu vas pouvoir, si la carte elle est à gauche ou à droite, peut-être que tu vas plus cliquer. Ce comportement humain, il a rien à voir avec la manière dont une IA perçoit le site de Subway. En fait, une IA, quand elle arrive sur le site de Subway, elle ne voit que du code et de la data. Et donc là, l'enjeu pour les entreprises, c'est d'améliorer la qualité de leurs données, à la fois est-ce que c'est riche, mais aussi comment c'est structuré, et de mettre des métadonnées, c'est-à-dire des données sur les données, en disant ça, c'est un avis, ça, c'est mon logo, ça, c'est les horaires, ça, c'est l'adresse. Et en fait, l'IA, elle va pouvoir arriver sur le site et directement comprendre où et quoi, via un langage qui est commun, qui s'appelle schema.org, qui est un langage qui permet de structurer ton site. Et tu vois, moi, j'ai des clients qui n'ont pas notre solution Store Locator. Ils vont écrire leur texte en plain text. Ils vont écrire ouvert du lundi au vendredi de 8h. Ça, l'IA, elle arrive, elle voit ça en texte. Elle peut pas le structurer, elle peut pas le comprendre, elle peut pas trouver l'horaire de demain qui est mardi parce qu'on est lundi, etc. Tu vois. Et donc, le premier truc qu'il faut faire, c'est structurer sa donnée sur son site internet. Et c'est vrai pour les points de vente, mais c'est vrai pour les produits, c'est vrai pour, tu vois, nous chez Partout, faut qu'on tag exactement notre site pour que l'IA elle comprenne la donnée qui est. Ça, c'est le premier gros point. Ouais, déjà, structurer son site pour qu'il soit ingérable, intelligible pour les IA quand il va être scrappé. Premier pilier, ok. Ouais. Le deuxième pilier, c'est de se dire, quand une IA, elle cherche pour toi, si tu veux chercher un truc, tu cherches des vacances en Sicile, tu vas dire, qu'est-ce qu'il y a à faire en Sicile? En fait, l'IA, on a dit, elle va faire un fan-out, un query fan-out. C'est-à-dire qu'elle va prendre ta truc, je veux faire mes vacances en Sicile, et elle va taper des trucs différents, et elle va aller chercher plein de sites. Et donc, le deuxième truc qu'il faut faire, c'est être présent sur le maximum de sites. On l'a dit, au départ, l'IA, tu poses ta question, il y a 200 sources. Ensuite, ça réduit à 20 sources. Puis, ça prend 20 chunks. Ces 20 chunks, ils sont arbitraires. Enfin, ils sont arbitraires. Ils varient. Probabilistes, ouais. Probabilistes. Et donc, si tu es dans un chunk qui n'a pas été pris, tu es aveugle pour l'IA. Et donc, l'enjeu pour les marques, pour les entreprises, pour les réseaux de points de vente, c'est d'être référencé au maximum d'endroits pour augmenter la probabilité d'être cité parce qu'on a augmenté la mention. Ça, c'est un point qui est hyper important. Je trouve que pour aller dans ton sens, en fait, le GEO, c'est aussi un peu le RP 2.0. Oui. Parce qu'en fait, demain, pour gérer ta relation presse, il va falloir que tu fasses ton GEO-tracking et que tu regardes des sites qui sont mentionnés sur tes mots-clés et sur lesquels tu n'es pas disponible et que tu ailles appeler et que tu ailles dire, écoutez, moi, je veux faire un énorme enjeu. C'est un énorme enjeu. Je pense que la presse qui a été très menacée et qui est toujours très menacée par cette perte de propriété intellectuelle, dont on parlait un peu avant, et c'est vraiment une catastrophe pour ces métiers, ont peut-être une carte à jouer, ont sûrement une carte à jouer parce que la presse est encore considérée par les intelligences artificielles comme un contenu de qualité et surtout comme un contenu moins biaisé que le site des entreprises. C'est-à-dire que si les échos ils disent que Partout est une super solution, ça a plus de chances d'être vrai que si c'est Partout qui le dit. Donc ça, c'est un point et c'est un des partie du troisième pilier. Mais sur la partie un peu omniprésence, il y a plein de choses à faire. En fait, pour chacun des business, tu vois, Partout, nous, ce qu'on a fait, c'est que je pose des questions à l'IA et j'essaie de trouver les sites qui parlent de nos produits ou qui remontent. Et je vais leur demander ou voir avec eux pour essayer d'être cités, pour essayer d'être mentionnés. Et ça peut être, cette année, on a débloqué un budget relations presse qu'on n'avait pas avant. On a pris une agence presse. Ouais. Alors que pendant des années, moi, je m'étais dit presse égale réputation, machin. Nous, ça va, on n'a pas de sujet. Maintenant, je me dis presse égale influence des IA. Et donc, plus je suis présent sur des sites différents, plus je suis mentionné. Ça, c'est juste aussi un point hyper important qui est pendant des années, pour remonter son site internet, il fallait avoir des backlinks. Maintenant, pour être cité, il faut avoir des mentions. Donc, on passe dans ce qu'on appelle netlinking building à mention building. C'est super important. Ça veut dire que c'est plus autant important qu'avant que d'aller mettre un lien sur le site de quelqu'un d'autre. Par contre, c'est hyper important que les gens parlent de toi.
C'est Oui, une mention pure que tu exactement. sois noté. Exactement. Il y a une logique de mention positive, négative aussi. Ou Bah, c'est plutôt... Bon, après... si tu as des mentions négatives, en fait, le problème, c'est que le sentiment associé à ta marque va être négatif. Et donc, les gens, quand tu vas leur poser quand tu vas poser des questions à l'IA, ils vont avoir un retour négatif. Ça, c'est un point assez important. C'est que, en fait, c'est un point un peu technique, mais l'IA, il développe une compréhension des entités. Une entité, c'est par exemple un produit, une personne, une ville, une musique, un film. Chacune de ces entités est connectée aux autres entités, ce qu'on appelle un knowledge graph. C'est donc la manière de comprendre. Donc il y a les bases SQL et il y a les bases graph. Donc le knowledge graph, c'est une compréhension par l'IA des différentes entités et des relations qu'elles ont entre elles. Donc un exemple type de knowledge graph, c'est mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, et les relations qu'on a entre eux définissent si on est frère, etc. Et donc le knowledge graph, c'est pareil, c'est que tu as un film, et ben il a été produit par un producteur, et dedans il y a telle ville, et dans telle ville il y a tel point de vente, et tout est connecté, et dans la compréhension des IA, c'est les entités. Et si ton entité est bien reconnue et bien mentionnée, elle va être remontée. Donc typiquement, une entité, ça peut être une marque, ça peut être un produit, et donc l'IA va comprendre ça. Et le deuxième truc qu'il y a dans les knowledge graphs, c'est les attributs. C'est-à-dire que chaque entité, toi, moi, un film, un point de vente, une marque, ont des attributs. Ces attributs, ça va être quoi? Ça va être, pour nous, ça va être date de naissance, ça va être nos photos, ça va être pour un point de vente, ça va être ses horaires, ça va être ses avis, etc. Et ces entités vont définir, ces attributs vont définir comment l'IA comprend cette entité. Et donc, si tu es un point de vente et que tu as plein d'avis qui disent que tu vends des produits bio, l'attribut bio va être assigné à ton entité. Et donc, si toi, sur Internet, tu tapes « je cherche un point de vente avec des produits bio », tu as plus de chances de remonter. Ce que tu dis, c'est que les typologies de mentions vont changer la perception dont l'IA a de la marque. Et donc, on peut aussi inciter, influencer l'IA en changeant nos attributs, finalement. Exactement. Et ça, c'est le troisième pilier. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale, ou social proof, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Ça n'était pas les langues dernières déjà. Ouais, c'est en gros, qu'est-ce que les gens disent de toi, notamment les UGC, les User Generated Content, c'est-à-dire l'ensemble des avis, des forums, etc. Parce qu'en fait, si toi tu dis que tu es la meilleure société, c'est pas pareil que si les gens le disent. Justement, je voulais t'en parler parce que un truc facile à faire, c'est tu te mets un Google My Business et tu vas générer des avis. Ouais. Mais je trouve que ça, c'est moins compliqué que d'aller générer des avis sur d'autres endroits. D'ailleurs, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, nous, par exemple, ça, c'est pas hyper complexe. En plus, ensuite, tu vas inciter peut-être les gens à y aller. Tous les restaurants font ça. Ça, c'est comptabilisé. Un Google My Business, par exemple, dans les avis. T'en as d'autres que tu vas chercher? En fait, les gens... ça dépend de qu'est-ce que tu fais comme business. Donc, partout, nous, on est un SaaS, on est un logiciel. Et donc, pour les logiciels, Google Maps, ça a beaucoup moins d'impact. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas un point de vente, on ne vend pas des produits physiques. Et donc, nous, les avis qui vont être regardés, ça va être Capterra, ça va être G2. Et moi, je le faisais je suis parti en vacances en dehors de France. Premier truc que j'ai fait, j'ai pris mon portable, posé quelques questions dans Google, et là, je vois Gemini, je dis, c'est quoi les points faibles de partout? Clac, je vois des trucs. Ils avaient dit norme ISO 27001, donc ce truc de sécurité. On a obtenu la norme ISO 27001 maintenant. En plus, c'était un site danois d'un petit concurrent qui disait partout n'a pas la norme ISO 27001. J'étais vraiment en mode, ok, donc ça me permet de détecter des sites qui disent que je suis pas au niveau. Ça me permet, moi, d'améliorer et d'être plus sécurité en ayant cette norme, de le mettre sur mon site pour contrebalancer et d'avoir cet attribut. Tu vois, donc tu as toute cette réflexion. Et je regarde et je vois que les avis qui parlent de partout, il n'y a pas mes avis Google Maps. Donc là, je me dis, mais c'est quoi les avis? Et je clique. Et là, en fait, c'est des plateformes comme G2, Capterra. C'est des plateformes spécialisées sur les logiciels. Et ces plateformes, elles sont utilisées quand je pose des questions sur les logiciels. Et d'ailleurs, G2, c'est dans les top 50 plateformes les plus utilisées par les IA pour les contenus. Okay. Mais si tu as un point de vente, ça va être Google Maps. Et en fait, en fonction de ton métier, les avis des différentes plateformes vont compter différemment. G2, c'est vraiment logiciel, c'est ça? Que logiciel. Que logiciel, ok. Ouais. C'est américain, en France, on ne connaît pas trop. Aux États-Unis, tout le monde utilise ça. Ok. Mais comme Google est américain, ils utilisent G2 pour noter aussi les stats européens. Ok. Donc là, on a fait les 3 piliers un petit peu du geo-tracking, de ce que les l'amélioration. IA, en tout cas, ce que les IA peuvent regarder. Et justement, peut-être pour continuer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour travailler son geo? Donc, premièrement, on track.
Donc, Ouais. regardez, faites des tests, faites-vous accompagner. En fait, sur chacun des points, sur les 3 points, tu as des leviers à mettre en place. Sur le premier point, qui est de mettre ton site, il faut regarder tout ton site et regarder comment il est balisé, quels sont les contenus qui sont produits et est-ce qu'ils sont compréhensibles. Donc, typiquement, nous, ce qu'on regarde, c'est un peu les balises schéma, regarder sur le site, est-ce que ça, c'est propre, etc. Donc, ça, c'est le premier truc. Sur le deuxième, c'est, par exemple, je vous donner des exemples de partout pour que ce soit le plus simple possible, mais moi, je me dis, il faut qu'on soit mentionné le plus possible. Ce que je veux, c'est que toutes les agences SEO partenaires de partout, parce que nous, on est proposé par des agences SEO, elles mentionnent partout. Et donc, je vais leur dire, est-ce que tu veux pas faire un article qui explique partout ce que fait partout? Et le mieux, c'est ce qu'on appelle les listicles. Donc, les listicles, c'est le grand truc à la mode en ce moment. C'est des articles sous forme de liste. Ok. Donc, par exemple, si tu veux vraiment bien ranker, tu crées les 10 meilleurs restaurants à Paris. C'est trop marrant, pardon, mais c'est trop marrant. Hier, nous, on a fait notre étude JO sur le conseil. Ouais. Et c'est ça qui C'est que marchait des le listicles. plus. C'était incroyable. Et donc, tu vois que tous les mecs qui rankaient devant nous, c'est des mecs qui s'étaient mis en top 10 et qui se mettent en 1 avec leurs copains et leurs copains en 2. Et c'est fou. En tout cas, sur notre segment, c'est exactement ça. Je savais pas que ça avait un nom, par contre. Donc, c'est les listicles. Ça marche aussi pour le local, pour plein de trucs. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire, c'est nos partenaires qui nous recommandent et qui savent qu'on est les meilleurs du marché. Mettez un article qui dit, et vous mettez nos concurrents dessous, par exemple. Et donc, cette réflexion des listicles, c'est un exemple de truc à faire. Mais en fait, quand tu fais du tracking, faut pas se dire, c'est comme le SEO, c'est pas la même manière pour tout le monde de remonter. Si tu as un logiciel, si tu as un bot de conseil, si tu as un point de vente, si bien sûr. tu vois, si tu as un produit, il faut travailler tes product landing page et les enrichir. Tu vois, ça c'est un exemple de, tu vois, on parlait de données structurées. Il y a des sociétés qui sont spécialisées pour enrichir les contenus des product landing page. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, ils vont prendre tous tes avis, et ils vont sortir des contenus à noter, ils vont dire, je sais pas, ils vont lire des avis, et ils vont pouvoir mettre des données en plus dans ta fiche produit. Ou ils vont prendre tes photos et ils vont les améliorer en mettant un background ou ce genre de choses. Donc l'enrichissement et la qualité de la donnée, c'est un des éléments clés pour ressortir. Et le troisième, tu l'as mentionné, c'est la preuve sociale. Donc là, c'est faire en sorte d'avoir des bons avis, faire en sorte d'avoir des gens qui parlent de toi sur YouTube, sur TikTok, etc. Tu vois, le podcast qu'on est en train de faire, c'est une des sources hyper clés pour le GEO. Parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de dire va être transcripté et va être utilisé par Google et Gemini et par toutes les autres plateformes IA pour récupérer des infos de ce qu'on dit et les mettre en avant. Je suis étonné que tu n'aies pas parlé d'un levier qui, pour moi, me semblait naturel, mais donc ça m'intéresserait, qui serait celui de créer des blogs sur ton site, de créer du contenu. Ouais, bien sûr. En fait, je suis encore très, très perplexe sur ce sujet. Je pense que c'est très bien, mais en fait, il y a ce sujet-là, mais tout le monde est en train de créer plein de contenu. Et je suis c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Et l'IA qui produit des contenus à partir de contenus produits par l'IA, tu vois. Et je pense que c'est une bonne stratégie, mais dans ce cas, en se mettant en avant, parce qu'à la fin, la vraie question, c'est est-ce que les gens vont continuer à aller sur les sites web? Ça, c'est une question assez fondamentale. Et donc, si je prends un exemple qui se passait avant, le funnel qui était assez classique, c'est je suis le roi du matelas et je veux attirer des gens qui cherchent un matelas. Donc, je crée un article qui s'appelle les 10 conseils pratiques pour bien choisir un matelas. Okay, jusque-là, bonne stratégie. La personne tape sur Google, je cherche à choisir un matelas. Il voit cet article et dit trop bien, je vais pouvoir aller. Il clique, il arrive sur le site et là, bam, il se prend un pop-up. C'est ce qui se passait, c'est comme ça qu'on fait. Pop-up avec réduction, choisis ton matelas, machin. Et donc, que 10 jours. Exactement. Ce funnel-là, il est complètement cassé par le web agentique. Le web agentique, c'est la capacité des gens à échanger avec un agent IA qui va sur Internet pour eux. Donc, aujourd'hui, les gens, ils tapent dans ChatGPT, c'est quoi les meilleures manières de choisir un matelas? Et là, qu'est-ce que fait ChatGPT? Il va sur le site du roi du matelas, il pompe l'article, il en prend un autre qui est un peu similaire, il les merge, il les analyse, et il ressort les bons conseils. Et la personne, elle quitte pas ChatGPT, elle quitte pas Gemini, elle quitte pas Copilot. Donc, tes contenus, si tu veux qu'ils soient bénéfiques pour ta marque, il faut que tu changes de la manière de penser, c'est-à-dire que tu ne mettes pas un pop-up qui arrive, donc ton funnel d'acquisition, c'est pas la personne vient sur ton site, je lui mets un pop-up, mais par contre, c'est mentionner ta marque plein de fois dans ton article,
D'ailleurs, parfois tu regardes des articles et c'est trop marrant parce que vraiment l'article, c'est juste. Et donc, Marc, puisque en fait, Marc, et tu sais, tu te rends compte que c'est vraiment créé pour ça. Mais en même temps, tu as un effet un peu mécanique. C'est-à-dire que si tu reprends ton exemple du roi du matelas, si le roi du matelas, il crée 100 articles SEO en disant pourquoi c'est le roi du matelas et sur quel type de matelas et comment sur ce matelas c'est le meilleur, si je comprends bien la logique, il va quand même être du coup mieux référencé par les IA parce que les IA, elles vont avoir plus de contenu à son sujet. Bien sûr, pour mais c'est pour ça que le sujet de l'UGC est important. Parce qu'en fait, ça c'est un truc qui est assez fou, c'est aujourd'hui, tu as deux types de contenus. Tu as les contenus qui sont produits par des entreprises et les contenus qui sont produits par des individus. Si tu écris un contenu, les 5 meilleures paires de chaussures pour courir un marathon, ça a beaucoup moins de valeur que un mec qui écrit « J'ai testé 5 chaussures et je vous conseille celle-là et je vous déconseille celle-là ». C'est la différence entre un contenu qui est produit par une marque et un contenu qui est produit par un individu. Et ce que cherche l'IA réellement aujourd'hui, c'est des contenus non biaisés. Et donc, les blogs, les articles qui sont des trucs institutionnels sur des sites de marque, etc., tout ça, ça va de moins en moins être utilisé. Et ce qui va être utilisé, c'est le social. C'est-à-dire les gens qui postent sur TikTok, les gens qui font des avis sur Google Maps, des gens qui vont sur Insta. Et en fait, ces contenus-là, c'est des contenus qu'on appelle first-hand. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment utilisé le truc, qui sont vraiment allés dans le resto, qui ont vraiment été clients de la marque. Et de plus en plus, ces contenus-là vont être valorisés. Et moi, il y a une chose que j'observe énormément, c'est la fusion du search et du social. Ouais, bien sûr. Et avant, tu allais sur Google, tu cliquais sur des sites, et ces sites, c'est des sites institutionnels d'entreprises. Pendant des années, la majorité du contenu du web était produit par des entreprises. Et depuis 5 ans, 4 ans, en fait, un peu plus même, c'est les gens qui produisent 90% du contenu sur Internet. Et c'est ces contenus-là qui sont moins biaisés que les contenus des marques. Et donc, le vrai enjeu demain, pour les marques, c'est de faire en sorte que les gens disent du bien d'eux. Et c'est ça le nouvel enjeu, en fait. C'est qui est très B2C. Parce qu'en B2B, tu vas moins avoir cette opportunité. Mais pareil, moi, j'ai besoin que les retailers et les réseaux de points de vente disent du bien de partout sur G2, sur... Et du coup, tu fais quoi ? Tu vas créer des articles que tu vas envoyer à tes clients en leur disant publiez ça sur votre site ? Non, le premier truc... non, je m'en fous. Enfin, moi, le premier truc que je veux, c'est qu'ils laissent des avis sur G2. J'ai demandé à mes équipes marketing, et on est tous alignés, c'est collecter des avis sur G2. Ou, autre exemple, faire des témoignages vidéo. Avant les témoignages vidéo, je me disais, bon, un témoignage vidéo de, je sais pas, Generali en Espagne, ou d'un tel client, c'est bien, mais bon, il n'y a pas beaucoup de vues. Maintenant, je me dis, en fait, non, c'est un asset qui montre des gens qui utilisent la solution et qui sont très contents, et ça va fuel le géo. Mais je pense que ce que tu as dit, c'est-à-dire produire plein de blogs et bien sûr que ça a un impact. Je pense que c'est très positif, mais je pense que comme c'est tellement facile aujourd'hui de produire du contenu, aujourd'hui tu peux produire autant de contenu que tu veux sur une thématique en quelques secondes. Mais ça va juste détruire le contenu institutionnel, et donc les IA vont juste se fier au contenu personnel. C'est un peu ça la question. Est-ce que ça a du sens de faire 1000 articles sur le sujet ? Parce que tu sais que c'est possible facilement. Est-ce que c'est... je dis pas est-ce que c'est aujourd'hui, bien, mais est-ce que ça va avoir de l'impact ? Aujourd'hui, je pense que ça aura de l'impact. Ça a un peu d'impact. Ça a même beaucoup d'impact, je pense. Okay. Et tu vois, c'est des questions qu'on se pose, nous. Alors, en fait, tu as aussi un autre point. Ça, c'est assez intéressant. C'est la semiotic clarity. C'est un autre concept assez marrant. C'est pour ça que j'adore faire ces podcasts, parce que ça, tu vois, à chaque fois, j'apprends des choses. En gros, là, tu vas m'apprendre ce que c'est que la semiotic clarity. En gros, c'est la capacité d'un texte à être compréhensible quand tu prends qu'un seul paragraphe. T'as dit sémantique ou sémiotique? Sémiotique, hein, c'est pas sémantique, sémiotique. Okay. Donc en gros, c'est, tu vois, imaginons que tu prends un texte de 200 pages et tu prends juste un paragraphe et tu essayes de voir s'il y a du sens. Et quand tu mets beaucoup d'IA, ça te dilue l'information. Et ça veut dire que ton bloc de texte que tu prends, finalement, c'est que du vent. Tu vois, il y a peu de densité d'informations. Et donc, la semiotic clarity, c'est la capacité d'un texte que tu prends individuellement, un nombre de tokens précis, d'être porteur de sens et d'informations pris individuellement. Sachant que tu sais que quand il va être chunké, exactement, il va prendre un petit bout. Et exactement. Donc en fait, c'est stylé. En gros, le concept, il est de pas diluer ton information. En fait, pendant longtemps, on a dit les articles longs font faire plein, etc. Mais en fait, c'est une phrase un peu de SEO guy, mais c'est density is the new authority.
Donc, si tu es capable d'avoir des articles qui sont denses et qui ont beaucoup d'impact et qui sont avec plein d'informations et sans des tournures de phrases à répétition où en fait tu tournes autour du pot et tu répètes 10 fois la même chose, plus l'IA se dit, bon, bah, ce contenu, je vais le chunker, je vais récupérer un blog qui sera hyper intéressant. Et il vaut quand même mieux faire des articles longs ou en vrai, quitte à faire ça, autant faire des articles hyper courts. Bah, il y a plein de débats. Alors, déjà, le premier truc qui est prouvé, c'est qu'une IA, quand elle arrive sur un site, elle comprend le début et la fin de l'article. Donc les gens qui... Et d'ailleurs, pardon de te couper, c'est pareil sur les PDF. En fait, c'est la façon dont elle travaille. Tant que c'est pas ragué et chunké de bout en bout, en fait, elle est un petit peu fainéante. Donc en fait, elle fait des choix. Exactement. Donc si toi, tu commences ton article comme tous les articles produits par IA, par des banalités pour commencer, puis machin, et en fait, il y a peu de densité, il n'y a pas vraiment ta marque et tes assets forts au début de l'article ou en fin d'article, bah, tu as un enjeu de dilution de ton information. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que le vrai problème de Gemini, de ChatGPT, de Perplexity, c'est les coûts. Parce qu'ils doivent ingérer des tokens. Donc, peut-être l'expliquer, le coût du token qui est en ingestion et en création. En fait, Gemini, il va payer, ça va lui coûter d'analyser l'inférence à la fois quand il analyse et quand il crée, quoi. Donc, alors exactement. Donc, en gros, quand je pose une question, donc il y a les coûts d'entraînement qui sont, je lui donne tout le web, et c'est pour ça que ça coûte très cher de créer un modèle fondation. Mais une fois que j'ai un modèle fondation, comme GPT-5 par exemple, je vais lui poser des questions. Et chaque fois que je lui pose une question, il va lire des tokens et produire des tokens. Maintenant, quand je lui pose une question et qu'il doit aller chercher sur Internet, chaque fois qu'il va sur Internet et qu'il récupère des textes, il va devoir les comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'il ne prend pas les 200 sources, parce que sinon, il devrait prendre 200 pages. À chaque recherche qu'on fait, ça serait énormément consommateur d'énergie, énormément consommateur d'argent, de compute. Et ensuite, une fois qu'il a les chunks, donc disons qu'il en a une vingtaine, et ben il va prendre ces petits 20 chunks qui vont être assez courts et il va les utiliser pour répondre. Et donc, plus les agents IA veulent baisser leurs coûts, plus ils vont réduire les nombres de chunks qu'il y a en ingestion. Et donc, les gens qui écrivent des énormes contenus, et beaucoup de contenu, bah, c'est sûr qu'ils vont augmenter leur chance d'être pris en chunk, mais leur chunk va avoir moins d'autorité parce qu'il va être dilué. Ça, c'est passionnant. Mais le point qui est important, c'est je pense que personne n'a la réponse. Ouais, tu sais vraiment. Tu vois, je ne sais pas exactement comment ça. Ouais. Je vois à peu près les mécanismes. Je me dis, ok, c'est sûr que si on produit 200 contenus sur les assurances auto et tous c'est sûr que ça va être utilisé. Non, mais c'est comme ta pomme et ton rouge. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement, mais c'est une bonne tendance. Et en tout cas, pour moi, c'est assez philosophiquement, intellectuellement compréhensible de se dire que les IA, elles ont besoin d'être frugales parce qu'elles consomment trop et qu'en fait, à un moment donné, elles vont devoir faire attention. Donc, a priori, elles vont plutôt essayer d'aller chercher moins de contenu, mais de meilleure qualité. Exactement. Et donc, du coup, ça peut être un argument pour aller créer de la semiotic clarity dans vos articles. Exactement. Donc, en gros, avoir des contenus qui sont, ou même de la data qui est très forte. Tu vois, il y a une question qui est presque fondamentale, qui est de se dire, si demain, les gens ne vont plus sur les sites web, est-ce qu'en fait, mon site web n'est pas un endpoint API C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que j'expose pas juste des informations à une IA L'IA, elle vient chercher, c'est juste des informations, des data et pas du texte. Tu vois, enfin. Pour moi, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a un monde où on n'arrive pas à ça il y a un monde où on n'arrive pas à ça. Moi, la question des sites web, tu vois, si je suis une marque de luxe, je suis Louis Vuitton, est-ce que j'ai envie que les gens viennent plus sur mon site. Et moi, si je veux acheter un sac Louis Vuitton, est-ce que j'ai envie d'aller dans le ChatGPT ou j'ai envie de rentrer dans l'univers de marque et donc, la question, elle est, est-ce que les gens, demain, est-ce que les gens iront encore sur les sites web pour découvrir l'univers d'une marque? Il y a même un truc de fou là qui s'est passé, c'est Google a déposé un brevet pour calculer la qualité de ton site et s'il n'est pas assez bon, il redéveloppe le site à la volée pour répondre à la question de l'utilisateur. Et c'est marrant, j'allais te lancer sur ça parce que du coup, est-ce que les personnes vont aller encore sur des sites internet? Donc, en fait, est-ce que l'expérience, elle en vaut la peine? Tu vois, finalement, exactement, c'est ça la question. Mais le concept là que nous, on voit pas mal en ce moment et sur lequel on bosse un peu, c'est le Gen UI, c'est-à-dire comment est-ce que tu crées des expériences utilisateurs à la volée en fonction des informations que tu as sur la personne. Pour moi, le futur du web, c'est la création de... et c'est pas pour moi d'ailleurs, c'est pour Google. Le futur du web, c'est la création de sites web à la volée
personnalisé pour la personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un site web par entreprise, il y a un site web par requête. J'ai l'impression qu'on a fait un bon petit tour. Ouais. Franchement, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était hyper riche comme d'habitude. Est-ce que tu as un truc à nous raconter sur Partout, des choses que tu as envie pour terminer, de nous partager? Nous, on essaie de travailler sur des sujets un peu d'IA et c'est vraiment en lien avec ce que tu disais. En gros, ce qu'on essaye de faire, c'est de récupérer du contenu, notamment des enquêtes de satisfaction, notamment les avis publics, etc. Et de les taguer, de les analyser pour en sortir En fait, ce que tu as décrit, c'est-à-dire tous les avis que tu as. Et nous, on fait ça pour les réseaux de points de vente, à la fois les avis publics, mais on fait aussi les enquêtes et on fait aussi des avis des concurrents. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui, c'est des gros sujets sur lesquels on travaille, de dire à un réseau, voilà tes forces, voilà tes faiblesses, et comment tu te positionnes pour chacune de ces choses par rapport à tous tes concurrents, parce qu'on est capable d'aller taguer tous les avis des concurrents et de sortir ses forces et ses faiblesses. Et ça va découler des actions, des trucs d'amélioration. Donc le gros sujet de Partout en ce moment, c'est de se dire, comme le Géo utilise les store locators et les avis, comment Partout accompagne ses clients pour améliorer ses store locators et collecter des avis et surtout analyser ses avis pour comprendre ses forces et ses faiblesses. Donc voilà, nous c'est un peu en lien, et c'est pour ça que je prends beaucoup la parole sur ce sujet. Il y a tout un sujet dont on n'a pas parlé, on pourra parler dans un an ou deux, qui est l'agentique commerce, qui est un sujet assez marrant. Qu'on regarde de très près aussi, qui est demandé beaucoup. Les clients se posent beaucoup de questions là-dessus. Je pense que c'est encore un peu plus en avance de phase, donc finalement, tu as raison, on reviendra dans un an. Exactement, quand l'UCP sera bien développé. Ouais. Merci beaucoup pour ton temps. Allez regarder, on mettra tous les liens de Partout dans les commentaires. Et puis voilà, à très vite, merci beaucoup. Merci.